Nous avons donc ici le professeur Blanche. Donc avec 75% des greffes DIP réalisées à l'hôpital de Necker, le service est incontestablement la référence en matière de greffe de cellules de souche hématopoïétiques, sans compter l'ouverture prochaine d'un protocole de thérapie génique dans la granulomatose septique chronique, avec, si mes sources sont bonnes, effectivement, les premières inclusions prochainement. Donc merci docteur, en tout cas, d'évoquer ces points. Merci de cette invitation. Je précise une petite ambiguïté sur le titre. Les organisateurs, Madame Grosjean, m'ont demandé de partager avec vous quelques mots sur la greffe en général et sur quelques mots de futur, d'orientation actuelle et future de la greffe. Et puis, je terminerai mon topo sur, effectivement, ce protocole qui s'ouvre de thérapie génique dans la granulomatose septique chronique. Alors, il est tard, vous êtes fatigué, vous avez faim. Je vous emmène, dès que je trouve comment faire avancer. Ah voilà, pardon, je ne vous voyais pas. Je vous emmène en arrière et loin, les débuts de la greffe. Ça peut vous paraître étonnant, la greffe de moelle, le début, c'est le risque de guerre atomique. Ce sont les années 40, le projet Manhattan, des scientifiques s'enferment dans un désert, essayent d'imaginer, devinent le pouvoir extraordinaire des radiations, mais très vite comprennent que l'irradiation, qui peut avoir un potentiel militaire extraordinaire, un potentiel aussi énergétique extraordinaire, a des risques. Et la radiation, ça détruit l'ADN, ça détruit toutes les cellules qui se multiplient très vite, et en premier lieu, les cellules sanguines. Et donc, dans un contexte de guerre froide, de crainte d'une attaque étrangère, on réfléchit à comment guérir une éventuelle accident d'irradiation. Alors, les premières tentatives sont catastrophiques. Entre 1939 et 1966, plusieurs centaines de tentatives ça aboutissent à des échecs, et parce qu'on n'a pas encore la conscience du système d'histocompatibilité. On ne sait pas bien éviter les infections. Vous allez voir que c'est un mot-clé important. Et je crois que très rapidement, sans rentrer dans le détail, je pense qu'il faut reconnaître un immense mérite au docteur Thomas à Seattle, qui a coordonné l'action de nombreux médecins et nombreux chercheurs, et qui a eu pour ça le prix Nobel en 1990. Donc je crois que c'est vraiment important. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le déficit immunitaire, eh bien c'est à peine, très très rapidement, quelques médecins qui pensent à élargir les indications qui, à ce moment-là, sont réservées soit à l'aplasie médulaire, donc un épuisement des cellules souches, soit à leur transformation cancéreuse. Et ces pionniers, eh bien voilà, c'est M. Gatti, à droite, avec sa petite cravate américaine, qui, le premier, propose d'appliquer cette technique à la situation de déficit immunitaire. Et puis, très rapidement, l'année suivante, le professeur Griselli, dont certains d'entre vous ont entendu parler, qui a créé l'unité d'immunologie de l'hôpital Necker. Alors, comme vous l'a dit M. Fischer, avec quelques images en plus, la cellule souche... Elles sont belles, non? Belles images, voilà. Un panel d'images. La cellule souche, chacun reconnaîtra sa cellule. La cellule souche produit effectivement, vous le savez bien, le système immunitaire. Et si on exclut les quelques rares déficit immunitaire lié à une anomalie du thymus, toutes les situations de déficit immunitaire sont potentiellement greffables et potentiellement guérissables par une greffe de moelle. Monsieur Fischer vous l'a dit tout à l'heure, il a listé rapidement la longue liste de maladies qui pourraient être guéries par greffe de moelle. Alors, ces cellules souches, vous le savez, elles sont dans l'os. On les prélève dans l'os, mais depuis quelques années, on peut aussi les prélever dans le sang. Il faut donner alors à la personne qui donne sa moelle un produit. Il y a plusieurs sortes, il y a deux produits différents, peu importe. On fait transiter les cellules souches de la moelle vers le sang. Elles y restent pendant quelques heures, quelques jours, et on peut à ce moment-là les récolter dans le sang par un système donc moins agressif qui s'appelle l'aphérèse. Alors, très rapidement, parce que je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec ça, voilà quelles sont les grandes étapes, en grands traits, les grandes étapes d'une greffe de moelle, qui reste toujours un traitement très lourd, compliqué. C'est le mot aventure n'est pas bon, mais c'est un long chemin qu'il faut parcourir avant d'arriver à la guérison. Alors, on peut suivre les
quelques grandes étapes et les quelques grands repères sur la production de la cellule souche, c'est-à-dire la numération formule sanguine, et les 4 composants principaux. Alors, il va falloir, dans un premier temps, faire de la place et détruire cette cellule souche, sauf exception, mais il va falloir, la plupart du temps, détruire cette cellule souche hématopoïétique. Et donc, dans un premier temps, avec une chimiothérapie, puis tout de suite, l'injection de la nouvelle cellule souche. Et voilà ce qui se passe, bien sûr. La chimiothérapie va faire disparaître la production de plaquettes, de globules rouges, de peaux nucléaires et de lymphocytes. Et on rentre dans ce qui s'appelle l'aplasie. Alors l'aplasie, c'est un moment difficile, très douloureux, très angoissant, qui dure quelques semaines. Et très vite, vont réapparaître des peaux nucléaires neutrophiles. Et ça sera qui signeront la fin de l'aplasie, suivi très rapidement par les globules rouges, les plaquettes, et de façon beaucoup plus lente, les lymphocytes, de façon très très variable, de quelques semaines à quelques mois, voire 6, 12 mois, la reconstruction progressive du système immunitaire qui signera cette fois, non plus la sortie de l'aplasie, mais la guérison. Alors, vous vous en doutez, hein, le premier obstacle concerne les colonnes vertes et bleues, c'est-à-dire le système immunitaire. L'enfant a été rendu transitoirement plus malade qu'il n'était à cause de cette chimiothérapie. Et bien sûr, un risque infectieux que vous voyez ici en rouge, symbolisé en rouge, mais il est important de signaler qu'il ne se limitera pas à la période d'aplasie des polynucléaires, il perdurera tout au long de la reconstitution des lymphocytes. Et c'est là, il y a une petite ambiguïté. On a bien sûr tous, on est tous en tension pendant cette période d'aplasie, mais ensuite, il y a encore un risque infectieux qui perdure, et il faut le savoir, il faut gérer, même si ce ne sont pas exactement les mêmes germes, ce sont souvent des germes que l'enfant porte en lui, c'est essentiellement des virus, donc il peut sortir de sa chambre stérile, mais il y a ce risque encore qui est omniprésent. Alors, l'autre risque, bien sûr, vous vous en doutez, vous le savez, c'est la réaction immunitaire nocive, délétère, des cellules du donneur vers l'organisme du receveur. Encore une fois, à part des jumeaux vrais, à part des greffes entre jumeaux vrais, mais qui ne sont pas d'actualité dans un déficit immunitaire héréditaire, les cellules vont reconnaître ce receveur comme étranger, vont rentrer dans un conflit immunitaire qui touche essentiellement l'estomac, la peau, le foie. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est le deuxième obstacle à franchir. Les enfants, bien sûr, reçoivent des traitements immunosuppresseurs pour atténuer cette réaction, mais cette réaction, quelquefois, se produit. Il faut rajouter des traitements immunosuppresseurs. Et bien sûr, on aura cet équilibre toujours difficile entre GVH, infection. Plus on traitera la GVH, plus il y aura de risque d'infection. Moins on traitera la GVH, moins il y aura de risque d'infection. Et c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Certains d'entre vous l'ont malheureusement vécu et douloureusement vécu. Alors, s'y rajoute quand même la toxicité du conditionnement. C'est la troisième épreuve qu'il faut affronter. Certaines toxicités sont réversibles, et quelquefois violentes. Cette fameuse mucite, la chimiothérapie va abîmer les muqueuses, les enfants vont souffrir, ils vont perdre leurs cheveux, certains organes comme le foie notamment ne vont pas aimer vraiment cette chimiothérapie, mais tout ça est réversible. Il y a malheureusement une toxicité réversible, le professeur Neven en parlera dans un instant, pas toujours constante, mais il faut savoir que quelquefois malheureusement la greffe de moelle, avec son espoir de guérison de la maladie, peut laisser des traces irréversibles dans l'organisme. Alors les résultats, il est impossible de les globaliser. Ils dépendent de nombreux paramètres. Et là, il faut être dans un discours très individuel, enfant par enfant, parce que les résultats peuvent être excellents, proches de 100% de succès, comme l'a montré tout à l'heure M. Fischer, mais quelquefois beaucoup plus difficiles. Et bien sûr, le résultat attendu devra être mis en perspective avec la maladie elle-même. Et bien sûr, donc, la maladie va aussi influencer l'état général de l'enfant, son âge, l'intensité du conditionnement. Beaucoup de paramètres vont influencer le résultat, mais aussi, bien sûr, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout en bas, le type de donneur. Et là, je voudrais quand même m'arrêter quelques instants parce que c'est une avancée importante qui est en train de se faire autour du choix du donneur et l'élargissement des indications de greffe grâce à l'élargissement des possibilités de don. Alors, quand on fait un enfant, on peut avoir des enfants vraiment une infinie possibilité d'enfants, d'apparence de l'enfant, mais en termes de groupe HLA, il n'y a que 4 possibilités.
Les groupes HLA, que vous voyez représentés par les barres de couleur, ne se répartissent pas au hasard, ils sont transmis en bloc. Et quand un enfant a des frères et sœurs, il y a une chance sur 4 d'avoir un frère et sœur identique. Une chance sur 4, ça veut dire 3 risques sur 4 de ne pas avoir la chance d'avoir un donneur HLA identique. Alors, malheureusement, compte tenu de l'immense diversité du groupage HLA et des différents groupes HLA par opposition à la simplicité des groupes Rhesus et ABO-Rhesus, il y a dans la population générale seulement une chance sur 1 million que deux individus se ressemblent. Et donc là, c'est malheureusement une difficulté. Et c'est dans ce contexte que plusieurs options nous sont offertes à travers les banques de sang de cordon, bien sûr le fichier de donneurs volontaires, le développement de greffes partiellement identiques et la thérapie génique. Je voudrais juste rapidement illustrer d'abord les 2 premiers points, sang de cordon et surtout donneurs volontaires. J'oublie d'ailleurs le sang de cordon. Fichier volontaire, on estime fin 2015 qu'il y avait 250 000 inscrits en France, 34% d'hommes. C'est une surprise pour moi. À nous de rectifier ça. 18 000 inscrits. Pourquoi c'est normal? J'ai entendu c'est normal. J'ai entendu une voix de femme dire c'est normal. Non, c'est pas normal, mais les femmes sont plus généreuses. Ah, voilà, donc c'est ça. Bon, on en sourit, mais c'est une avancée majeure. Mais surtout, l'avancée majeure, c'est le développement, c'est l'élargissement au monde, puisqu'on estime qu'il y a 26 millions de donneurs potentiels. Alors, 26 millions, le chiffre est un petit peu gonflé, parce que parmi les gens qui s'inscrivent, il y en a qui se rétractent, il y en a qui sont perdus de vue, il y en a qui sont malades, etc. Mais enfin, vous voyez l'extraordinaire mobilisation qu'il y a eu internationale pour essayer de trouver un donneur chaque fois qu'il y a besoin d'une greffe. Alors, très rapidement, pour illustrer ça, vous voyez le nombre de greffes, ce n'est pas uniquement déficit immunitaire, c'est l'agence de biomédecine qui regroupe toute l'expérience des greffes. Vous voyez qu'en vert, les greffes faites à partir du fichier international. Alors que sur le fichier français, ça monte un peu, mais malheureusement, on est limité. 200 000. S'il y a une chance sur 1 million, vous avez 200 000 personnes, on est très vite bloqué. Si vous avez un fichier de 25 millions de personnes, là, vous pouvez avoir beaucoup plus de possibilités. Et la majorité des dons aujourd'hui se font sur le fichier international. Et la France, d'ailleurs, participe bien sûr à ce don international qui a aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, complètement supplanté les banques de sang de cordon. Alors, rapidement, pour ceux que ça intéresse, pour les hommes, pour les quelques hommes qui sont en retard, l'agence de biomédecine a un site très bien fait où vous pouvez, bien sûr, que vous pouvez aller visiter si la vie vous en prend à la pause plutôt que d'aller manger. Bon, un mot, malheureusement, 26 millions de donneurs, il y a encore, malheureusement, des enfants pour lesquels on ne trouve pas de donneurs parfaitement compatibles dans le fichier. Et là, il y a une avancée majeure depuis quelques années. C'est paradoxalement, on revient aux années 40 où des greffes incompatibles étaient faites dans le plus grand désastre. Aujourd'hui, on voit les choses beaucoup plus clairement. Alors, pourquoi greffe incompatible et où sont ces progrès? Si on prélève une moelle, ici symbolisée par ces différentes cellules, en bleu foncé, les cellules souches, entourées de différentes sortes de lymphocytes, si on injecte cette moelle comme on le faisait dans les années 40, c'est une catastrophe. La GVH est dramatique, ne laisse aucune chance à l'enfant, et on ne peut pas, en situation, lorsqu'il n'y a pas d'identité HLA, on ne peut pas injecter une moelle telle qu'elle. Et c'est donc à l'initiative de quelques chercheurs, et notamment le professeur Fischer ici, je n'ai pas mis sa photo, mais il est là, que dans les années 80, on a, on pourrait même lui demander un autographe, on a engagé donc une réflexion autour de la déplétion, où on enlève du greffon tous les lymphocytes T dont on sait qu'ils peuvent être impliqués dans les phénomènes de GVH. Alors ce système, sauf exception, a été largement abandonné parce que, malheureusement, la reconstitution immunitaire est très lente, et avec toutes les conséquences infectieuses qui s'en suivent. Même si on a beaucoup gagné en termes de GVH, on a beaucoup perdu en termes d'infection. Et donc il y a actuellement un mouvement complémentaire, et là aussi une des responsables, et c'est dans la salle, c'est le professeur Neven, qui travaille sur les déplétions sélectives, où on va s'intéresser à certains lymphocytes. Je ne rentre pas dans le détail, il y a plusieurs approches, plusieurs techniques. Une est développée actuellement à l'hôpital Necker sous forme d'un protocole où on enlève certains lymphocytes, les lymphocytes impliqués dans la GVH,
en laissant ceux qui seront impliqués dans une réponse anti-infectieuse. Mais entre ces deux aspects, un troisième aspect arrive depuis quelques années qui surprend un peu tout le monde, qui consiste à injecter la moelle telle qu'elle et à administrer au patient, juste après l'injection, une chimiothérapie limitée qui va sélectionner in vivo, dans le sang de l'enfant, quelques jours après la greffe, qui va détruire toutes les cellules qui sont prêtes à induire une GVH. Et cette chimiothérapie respecte les cellules souches. Et cette technique est actuellement utilisée essentiellement dans le domaine de la leucémie, mais commence à voir le jour et va rentrer un peu en compétition. Il faudra un jour comparer les différentes techniques, déplétion sélective au laboratoire avant injection ou déplétion après l'injection. Tout ça est un champ qui avance et qui progresse à toute vitesse. Et il faudra comparer ces différentes techniques. Et ça vous montre les avancées extraordinaires qu'il y a dans ce domaine pour essayer d'élargir, encore une fois, les possibilités de greffe pour l'enfant malade. Bon, voilà, ça j'en ai terminé un petit peu avec la cuisine, avec les techniques. Je sais bien, et voilà, je mets une diapositive rapidement pour juste engager la réflexion. Le plus difficile, c'est la décision, bien sûr. Alors cette décision, quelquefois, elle est quand même facile. Si la maladie est extrêmement sévère, si elle engage le pronostic de l'enfant dans les mois qui suivent, comme un enfant qui aurait un déficit immunitaire combiné sévère, une lymphohistiocytose, un syndrome d'IPEX précoce, on sait là, malheureusement, que la maladie est imminente, la catastrophe est imminente, et la décision de greffe, même difficile, même une greffe difficile, est relativement facile à prendre conjointement avec la famille et avec l'équipe médicale. Là où c'est plus difficile, c'est l'enfant qui va bien. Son déficit immunitaire est sévère, il a été repéré sur une infection, sur un problème auto-humain, qui a été contrôlé, l'enfant va bien, et on sait malheureusement qu'il y a un risque à long terme. À l'échelle 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et on va proposer une greffe qui implique un risque à court terme. Bien sûr, un espoir de guérison, mais avec une prise de risque. Et c'est toute la difficulté, me semble-t-il, auquel vous êtes confrontés, auquel on essaye de vous faire partager notre vision. Notre vision est bien sûr un peu différente de la vôtre. On a le recul de la maladie, de ce risque à long terme, que vous n'avez pas forcément devant cet enfant qui va bien, une fois la maladie contrôlée, l'infection contrôlée. On a cette vision du risque à long terme qui nous incite à vous dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut agir. Et vous avez un enfant qui va bien, et il n'est pas facile de prendre le risque de ce risque à court terme, même si, à la clé, il y a la guérison. Et la question est d'autant plus difficile que si on attend l'évolution de la maladie, l'état de l'enfant va se dégrader et va rendre la greffe plus difficile. Mais à l'inverse, l'attente va pouvoir éventuellement permettre à l'enfant de bénéficier d'avancées thérapeutiques qui aujourd'hui n'existent pas et n'existeront demain. Donc c'est un équilibre très difficile. Je sais que vous avez ça en tête. Nous l'avons aussi. Je partage cette idée en général et après ce sont des discussions individuelles. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la greffe. Quelques mots sur la thérapie génique. C'est aussi une façon d'élargir la possibilité de guérir des enfants quand il n'y a pas de donneur HLA identique. Alors, M. Fischer l'a rappelé, plusieurs maladies ont été abordées par cette technique, et plus d'une centaine d'enfants sont aujourd'hui traités et guéris avec cette maladie, avec bien sûr encore quelques incertitudes concernant le très long terme. Et cette technique commence à être appliquée et proposée pour la granulomatose chronique. Alors, très rapidement, la granulomatose chronique, vous le savez, c'est une maladie polynucléaire. Le polynucléaire là, va s'approcher du germe, il va l'englober, il n'y a pas de problème avec ça. Le polynucléaire va reconnaître le germe, il va l'englober, mais simplement, une fois qu'il l'aura englobé, il y a une petite vacole qui est là. Voilà, et dans la vacole, une réaction chimique se fait. L'ion superoxyde va détruire le germe, sauf que cette petite usine chimique, quelquefois, est défaillante, et il peut manquer une pièce, la GP91 FOX, qui malheureusement entraîne cette maladie. Le germe ne sera pas détruit à l'intérieur du polynucléaire. Alors, Madame Catherine a montré des images, les voilà, ce sont les mêmes, ça entraîne des infections à répétition.
infections surtout fongiques, bactériennes, et qui peuvent vraiment faire beaucoup souffrir les enfants et mettre leur pronostic vital quelquefois en danger. Alors ce protocole, eh bien, c'est un protocole européen. Son promoteur est le Généton. C'est un protocole qui se déroule dans 4 pays européens, en France, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne. Il y a un protocole similaire, distinct, mais similaire aux États-Unis. Et le responsable scientifique pour la France est le professeur Cavazin. Alors, le principe est vraiment le même que celui qui a été évoqué par le professeur Fischer. Le virus, bien sûr, peut-on encore appeler ça un virus? Il est une base de virus dans laquelle on insère le gène, qui va être inséré dans les cellules souches qui ont été prélevées et qui est réinjecté après une chimiothérapie plus légère, c'est une autogreffe et il n'y a pas donc à craindre de rejet ni de GVH. Alors, ce protocole est ouvert. Je n'ai bien sûr pas de résultats à vous donner. On espère beaucoup de ce protocole pour les enfants qui n'ont pas de donneur de moelle, puisqu'aujourd'hui la greffe de moelle reste la référence, mais il y a malheureusement encore des enfants qui ont besoin d'une greffe et qui n'ont pas de donneur. On espère une correction durable de l'activité enzymatique par le gène qui va apporter cette pièce manquante à l'usine chimique. On espère une guérison clinique avec le bénéfice d'une chimiothérapie réduite et bien sûr l'absence de risque de GVH. Alors ce qu'on ne sait pas encore, ce qu'on espère, mais là où j'ai mis un petit décalage parce qu'il y a quand même des questions qui se posent, c'est bien sûr la stabilité dans le temps, la vie durant de ce traitement. Et puis, bien sûr, on a de bonnes chances de penser qu'il n'y aura pas de transformation clonale des cellules transduites, mais comme l'a rappelé M. Fischer, le délai est encore, il commence à être confortable, mais il n'est pas encore à l'échelle d'une vie, et ce sera bien sûr une surveillance à avoir. Mais vous avez vu aussi que la greffe de moelle n'est pas sans difficulté de son côté, et tout ça est à mettre en perspective, bien sûr, avec la maladie elle-même, qui est une maladie cruelle. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais remercier les familles. Bon, bien sûr, c'est pas par un mot creux. On a beaucoup parlé de recherche ici et je crois que ce n'est pas simple. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est indispensable, cette participation aux essais. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'inquiétudes aussi quand c'est un traitement nouveau. C'est un engagement à nos côtés qui n'est pas anodin et donc c'est l'occasion de remercier pour votre participation à ces programmes. Je pense bien sûr à toute l'équipe de l'UIH, des infirmières, des aides-soignants, des agents hospitaliers, des secrétaires, des psychologues. C'est l'équipe que j'ai le plaisir de coordonner, mais j'imagine que tous les collègues ici pensent aussi à leur équipe qui, de jour et de nuit, vous accompagne dans ce long chemin. Et puis, bien sûr, merci à l'association IRIS, aux autres associations aussi, Kéliane, bien sûr, à quelques mécènes qui nous soutiennent dans notre association pour l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants à Necker. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Blanche. J'en retiens un message positif. On voit que la recherche avance. Les thérapies, nouvelles thérapies peut-être sont à venir au cours des prochaines années. Donc voilà, je pense qu'il faut rester positif. Merci encore.